Garou, là on y est, le Québec. Elle est pas belle la vie? Regarde si on est bien, moins 10 degrés, il neige. Blanche. Ah. On est chez toi, dans ton pays. C'est l'air que j'aime ici. Il fait frette. Ouais, il fait frette. Ben frette. Ouais, il fait frette. Et on va avoir ben du fun parce que c'est ton Fréquence Star. C'est vrai? Bah je te jure. C'est maintenant, aujourd'hui? Allez, 1 heure avec toi, chez toi, à Montréal, le Québec, le Canada, Sherbrooke. En plus, ça fait vraiment plaisir que vous soyez venu dans la neige, en plus. Ah bah tiens, et c'est pas tout, parce que qu'est-ce qu'on va voir comme truc de toi, on va tout savoir, mon pote. Pantoute ou toutes? Et si jamais vous enfilez trop, j'attaque! En 3 ans, les Français l'ont si bien adopté qu'on en oublierait presque qu'il est québécois. Juste avant son premier Olympia, Garou est de retour au pays, à 140 km à l'ouest de Montréal. Pour Fréquence Star, il retrace son ascension fulgurante qui l'a propulsé des bars de son Sherbrooke natal au sommet des hit parades où il trône seul en tête des ventes. Tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles, que souvent tombant, je m'y suis fait mal. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est vraiment tout ce que j'aime. L'eau, moi je suis un maniaque d'eau. Et d'être dans les airs, tu vas comme ça, survoler un lac, ça me rend complètement fou. T'as l'impression que tu peux toucher. C'est juste à côté de toi. Je reviendrai à Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador. On est à peu près à 30-40 km de Sherbrooke. Oui, là on va aller trouver le lac Mamfremagog. Le lac qui va jusqu'aux États-Unis. C'est pas le lac où j'habite, mais c'est le lac où j'ai habité pendant 4 ans parce que c'est au bord de ce lac-là que je faisais mes soirées au liquor store avec les Untouchables. Là, juste ici, c'est le liquor store en bas, sur le coin de l'édifice. C'est Luc Plamondon m'a trouvé là, puis il était passé par là, il était venu me voir, puis c'est ce soir-là qu'il m'a dit j'ai une idée pour toi, pour ta carrière, tu pourras peut-être marcher. À marcher. Je suis Bossu, sonneur de cloche de Notre-Dame. Je suis Garou, chanteur de Rhythm and Blues. C'est en 98, dans Notre-Dame de Paris, que le grand public a découvert ce gaillard canadien sous les haillons de Quasimodo. Grâce à un charisme et une voix hors du commun, Garou devient instantanément populaire. Moi, j'ai le souvenir quand on avait fait les 7 mois de Notre-Dame de Paris, sans revenir à la maison. Un des plus beaux moments pour moi quand je suis revenu, c'est ici, quand c'est ouvert ici partout l'été. J'étais revenu, j'étais comme un fou. Vivre ma vie comme un cheetah, avoir la musique dans le sang, et pour l'amour n'avoir dans la peau qu'une seule femme à la fois. Vivre ma vie comme un cheetah, vivre ma vie comme je l'entends, avoir la liberté pour drapeau, sans foi ni loi pour credo. De la neige en couleur! Garou, là on est sur la route, on est à peu près une vingtaine de kilomètres de Montréal, sûrement. C'est la route que je prends toujours. Je peux la faire les yeux fermés, cette route-là. Là, on vient tout juste de passer Farnham. C'est là où j'ai pris mon cours de conduite militaire. J'ai été basé là assez longtemps quand même, pendant mon 2 ans et demi dans la Défense nationale. J'avais fait ça pour gagner de l'argent, pour rassurer mes parents, parce que j'allais peut-être enfin devenir discipliné dans leur tête.
Je savais que ça allait leur faire plaisir. Je me suis rendu compte que si j'y étais allé, parce que moi, je suis très fataliste, j'ai compris que c'était surtout pour remonter le moral des troupes, de ceux qui étaient là. Bon, c'est une opportunité aussi. Moi, j'ai appris la trompette, les cours d'armes. Mais j'étais très mauvais trompettiste. Donc, ils m'ont fait chanter. Ils ont commencé à me faire chanter. Pierre, comment tu vas? Ça va très bien. Tu veux faire carrière solo, auteur, compositeur et interprète? Auteur, compositeur, interprète, oui. Donc, éventuellement, album et tout. Ouais, je m'en vais vers ça. Est-ce que tu peux nous donner un avant-goût de la Saint-Jean? Oui, certainement. Mais vas-y. Ça... Vous montrez des gens, vous les connaissez pas, pourtant vous êtes assis dessus. D'affaires ou des temps, le monde vous appartient, vous avez tout à décider. On se demandait comme ça si... Garou, on est à Sherbrooke, là, c'est ta ville, on arrive dans ta ville. On est sur la rue King. C'est l'entrée de Sherbrooke, ça. Ouais. Ici, juste à droite, on a... Bon, c'est plus un bar, mais c'est le premier endroit où j'ai joué. Quand j'avais 19 ans, le premier déclic où un chansonnier m'avait invité, c'était juste là. Et là, hyper nerveux, je commence... Là, comme dans les films, la serveuse au bar appelle le patron. Elle met le combiné sur l'enceinte. Elle dit « Viens, descends, il faut que tu viennes écouter et tout. » J'ai fait 5-6 titres. Puis à la fin, le patron était là, puis il était là pour m'engager. C'est par la suite, en fait, qu'il m'appelle et dit « On va faire le dimanche à Garou, à tous les dimanches. Tu viens jouer. » Normalement tout seul, avec ma guitare. Vous allez être content les dimanche prochain! Et plus ça va, plus je rencontre des musiciens, je leur dis « Hey, si t'as envie, viens avec moi, tu sais, on va faire le bœuf. » Et c'est là qu'on a décidé de créer les Untouchables. Garou, tu nous fais le plaisir et le bonheur de nous recevoir chez toi, dans ta maison. C'est rare. Ben, c'est pas tout le monde qu'on invite, mais là, si on a la chance d'inviter des gens avec qui ont déjà aidé au chez toi, parce que cette maison-là, avant Notre-Dame, c'était pas possible. Ouais. Ouais, t'aurais pas pu vivre ici, ouais. Donc, venons-en à Notre-Dame, on va attaquer comme ça. T'as été révélé par Notre-Dame, tout est parti de là en fait. Enfin, cette carrière européenne. Tu dis qu'avant d'attaquer le rôle de Notre-Dame, t'avais un peu la trouille. C'est-à-dire que tu te demandais, t'as même failli faire tes valises. C'est vrai ça? Ben déjà au début, j'ai pas été du genre à m'en réjouir et à me dire ouais, je l'ai. J'en ai même parlé directement. Moi, j'aime la franchise, j'aime être honnête. Donc, ça a été directement avec Luc Plamondon, avec Gilles Maheu, le metteur en scène. Je leur ai dit, je suis pas convaincu que j'arrive à faire ça. Donc, il attend de jouer un introverti. Ouais. Quand toi, t'as eu la banane et t'as fait wow, I feel good. Et là, t'as la banane totale, puis là, t'arrives à Dieu que le monde est injuste. L'intensité, je le savais. Il fallait faire passer là. Toi qui es fêtard, rigolard, énergique, tu vois, qui emmène une foule. Non, mais il fallait faire passer des émotions totalement différentes par rapport à ton registre habituel. C'était tout tout en dessous, sur une musique très européenne. De toi, si on te le provoque pas, si on dit pas oui, allez, vas-y, gros défi, là, tu dois transformer quelque chose. Tu l'apprends sur le tas, comme on dit. Ça a été là-bas, à Paris, que ça a allumé. Ça avait commencé à l'audition qui avait eu lieu à Montréal. Comment ça s'est passé, ça? Ça, c'est...
Ça, c'est formidable parce que j'arrive là. C'est sûr qu'il y en a qui me disent hey, c'est peut-être pour Quasimodo parce que je sais que c'est pour Notre-Dame, mais j'ai pas les chansons. T'sais. Je vais aller les découvrir sur place. C'est une feuille qui est là. C'est Richard qui commence à faire tout. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour. Quand elle danse, qu'elle met son corps à jour. Terre, noir sous qui. Il aura suffi qu'il interprète le premier couplet de cette chanson pour que le destin de Garou bascule. Sans jamais avoir fait de disque auparavant, il se glisse 400 soirs durant dans la peau de Quasimodo. Pour lui, comme pour les autres interprètes du spectacle, le succès de Notre-Dame est un tremplin fantastique. À 25 ans, le chanteur de bar découvert par Luc Plamondon est devenu une idole. Alors Garou, ça c'est le miracle, Il chantait dans un bar de blues... de Rhythm and Blues, à Magog, près de l'endroit où j'ai une maison sur un lac au Québec, et où je chantais là tous les étés. 'Cause I once was lost like Quasimodo, but now am found. Was blind, but now I see. Et après la soirée, il m'a approché, il m'a dit je pense à toi pour ma nouvelle comédie musicale. Puis... Coachante n'aime pas du tout le blues. Mais quand je lui ai dit, chante comme lui, il a quand j'ai dit je vais te faire entendre le chanteur de blues, il m'a dit ah non, les chanteurs de blues pour moi ne sont pas des chanteurs, les chanteurs de blues ne peuvent pas chanter ma musique. Dieu que le monde est injuste, notre lot n'est pas le leur. Je l'ai amené auditionner et ça a été le coup de foudre immédiat de la part de Coachante. À partir du 25 septembre 98, Garou met sa voix déchirée et sa carcasse d'athlète au service du bossu de Notre-Dame. Au passage, la comédie musicale récolte 2 victoires de la musique et plusieurs millions de disques vendus. Mais pour Garou, le fêtard, la victoire, c'est de prouver qu'il peut aller au bout de son rôle. Il le tiendra pendant près de 2 ans après avoir appris à aimer la France, qui le lui rend bien. Seigneur. Ça a été une expérience très très forte pour toi. En plus, tu es devenu star en peu de temps. Et alors, mieux que ça, c'est qu'à la sortie du Palais des Congrès, quand tu jouais à Paris, c'est vrai qu'il y avait des gamines qui t'attendaient. Et étonnamment, elle criait pas Quasimodo, Quasimodo, elle criait Garou, Garou. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, rapidement, ont connu mon nom. Je trouvais ça hallucinant. Ça a été rapide, hein? Et moi, d'arriver, je me disais, waouh, je vais être le chanteur le plus laid de Paris. C'est génial. C'est drôle. Moi, je me disais, jamais ils vont me prendre pour ce que j'ai l'air. Dans ma tête, ils sauraient jamais le nom de Garou. Ils verraient jamais son vrai visage. C'est un peu naïf, tu sais pas comment ça va se passer. Moi, j'imaginais qu'ils me verraient toujours, puis le maquillage et tout. Et dans Belle, on t'a découvert. Subitement, on découvre un mec d'1m92, au regard vif, bleu clair, le cheveu rasé, blond, les filles craquent, quoi. Bon, je reviens à Notre-Dame. Alors après, il y a eu la période anglaise, où t'es allé un petit peu en Angleterre. Enfin, t'as enregistré l'album, t'as fait l'ouverture avec Tina Arena et d'autres. Ça a été une belle expérience. Oui, et en même temps, t'as pas été touché par la critique anglaise? Non, le seul... Ça m'a touché un peu parce que ça a affecté quelques personnes dans l'équipe. Puis ça, je trouvais ça dommage, tu sais. De toute façon, c'était trop, quoi.
C'était de la guerre, français-anglais. Ouais, c'est trop évident. Puis il y avait ce côté-là où on arrivait avec un spectacle qui est tellement différent de ce qu'ils font. Parce qu'eux, ils ont la culture du musical. Ouais. Et là, on arrivait avec un truc complètement différent. Puis là, les Français, ils vont pas nous apprendre comment faire la comédie musicale, tu sais. Moi, ça m'a pas choqué du tout. Même que j'aimais ça faisait beaucoup de bien. Parce que, bon, je veux pas parler contre Notre-Dame. Je veux dire, j'aime beaucoup le produit de Notre-Dame, qu'est-ce que c'est. Mais on en a pas fait un peu trop autour de Notre-Dame, je sais pas. Welcome to London. God save the Queen. Le 23 mai 2000, Notre-Dame de Paris traverse la Manche pour s'installer à Londres, avec une distribution légèrement différente. Si les interprètes québécois de la troupe d'origine sont restés, les Français ont cédé leur place. Hélène Ségara, Julie Zenati et Patrick Fiori sont remplacés par Tina Arena, Natacha Saint-Pierre et Steve Balsamo. Et malgré des critiques sévères, le public se presse en masse aux portes du Dominion Theatre. Quand on joue 400 fois Notre-Dame, est-ce qu'il y a un moment où, même si on sort son propre album, que ça marche très fort, est-ce qu'il y a parfois un moment où on gratte un peu de pas être Quasimodo et de le refaire sur scène? Ah oui. Ouais. Ah oui, ça me manque, ça. Tu vas te dire, tiens, je m'en ferais bien une soirée comme ça. Ah mais je referais bien une soirée. Pour le fun, quoi. Ah oui, ça va arriver, c'est sûr. C'est dans les veines maintenant, Quasimodo, ça va me rester. Ça se sent aussi sur mon album. Oui, bah oui, c'est clair. Justement, on va parler des veines et la naissance. Alors, tu nais sous le nom de Pierre Garand, le 26 juin 72. Oui, dans un hôpital anglophone. Ouais. La première fessée, puis le premier truc qu'on dit, it's a big boy. C'est un gros garçon, j'étais énorme. Je suis toujours. Comment vivent tes parents? On dit que t'es issu d'un milieu modeste. Modeste, mais qui ont toujours eu beaucoup de talent pour les choses que j'ai pas. J'en ai pas hérité de ça. Pour la notion de bien d'économiser, puis tu sais, qu'on soit bien. On a toujours été très confortable au bout du compte. Les enfants. Mes parents n'ont jamais été d'une famille riche, là. Ouais. Ton père était mécanicien, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Et il jouait de la guitare. Ouais. Il faisait du rock'n'roll, il chantait un peu. Il faisait du rock'n'roll. Ouais. C'était rendu dans les jours de l'an, tu vois. Le 31 décembre, papa prenait la guitare, puis devant toute la famille, il faisait ses vieux Jerry Lee Lewis ou Elvis. C'était tout le monde avec de la banane, tu sais. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau, la musique, tu sais. C'est lui qui m'a vraiment donné le goût de la musique. Qui m'a appris mes premiers accords. À 3 ans, je crois. À 3 ans, il m'a donné ma première guitare, ouais. Ouais, ça fait très mal, quoi. T'es vraiment un enfant de la balle. Ah ouais. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Alors c'est marrant parce que tu parles fréquemment de ton père de par la filiation musicale, mais peu de ta maman. Ta maman, elle était très proche de toi, c'était une maman poule ou au contraire, elle te laissait un peu... Une bonne maman poule. Ah ouais? Ouais, juste ce qu'il faut. Elle était bon. C'était ma pire ennemie dans ma phase adolescente parce qu'elle était assez poule qu'elle voulait me garder, voulait me protéger. Puis après, je l'ai comprise, puis aujourd'hui, ma mère... Tu les as emmenés à Paris, non? Ils sont venus te voir à Paris, dans Notre-Dame? Ah ouais. Ils sont venus à la première. Ils se sont décidés, bon, allez, le fiston fait un spectacle là-bas, on va aller voir de quoi ça a l'air et tout. Ils sont très, très fiers. T'étais heureux, non? Le soir où ils étaient là, oui. Ah, moi, grave, mais en même temps, j'étais nerveux. Quand mes parents sont là, je suis très nerveux. Je veux qu'ils soient heureux, tu sais.
Je veux qu'ils soient contents du résultat. Je leur demande toujours, d'ailleurs, d'être très critiques. Et ça m'énervait parce qu'il y a un moment où il l'était plus du tout. Un moment où tout était beau. Ah oui, c'était parfait, t'étais beau, t'étais bon, t'étais parfait, mon garçon. Puis tu sais que t'as pas été si beau et si bon que ça. Je me souviens, j'ai eu mon disque d'or ici de l'album après une semaine. Je leur ai amené le cadre. J'ai dit, c'est à vous, le disque d'or. Ça a pris 2 minutes, le truc accroché, puis tu sais, la cérémonie, tout le monde regardait le cadre, puis c'est beau, c'est beau. Et ils ont ça, tous les objets qu'ils gardent, c'est drôle de les voir. Et ta frangine? Ma frangine, ça a pris beaucoup de temps, on a 8 ans de différence. Ouais. J'ai sûrement quelque part voulu être un peu comme ma sœur, parce que j'écoutais sa musique, déjà. J'avais la chance d'avoir une sœur qui avait les disques des Beatles, de Yes, de Genesis, de Billy Joel. Et puis la vieille musique, c'est beaucoup ma sœur qui m'a... Bon, mes parents avec le rock'n'roll, le vieux rock'n'roll. Mais après ça, tout ce qui suivait, il y a une grande culture que c'est grâce à ma sœur. À force de s'époumoner sur les disques de Maryse, son aîné de 8 ans, Pierre Garand découvre que sa voix rauque et puissante peut tout chanter. De la soul music de James Brown et Otis Redding à Joe Dassin, en passant par Elton John, les influences et les goûts musicaux de Garou sont aussi étendus que ses cordes vocales. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, boy, if I did, I'd buy a big house where we both can live. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, that I put down in words how wonderful life is. Well, you're in the world. Quel type d'éducation t'as reçu? C'est cette éducation un peu... t'as été bien élevé par une famille chrétienne, parce que tu vas au séminaire dans une école catholique. Ouais. Très chrétien, pratiquant, mes parents. Ouais. Tout jeune, la messe à tous les dimanches. Très bonne éducation du savoir-vivre puis du respect des autres. Des valeurs les plus fondamentales, mais les plus humaines. Beaucoup plus que la culture comme telle, tout ça. Mais ça, c'est québécois aussi. Hein. Après ça, j'ai eu une grosse crise d'adolescence. Ça, c'est pas de leur faute. J'étais mauvais garçon, j'étais bum. Ah oui, bum. Je l'ai vu dans le livre à l'école. Ouais. À l'école, t'es bum, t'es bad boy, quoi. Enfin, voyou, on va dire en français. Un peu voyou. Ouais. Un peu voyou, hein. Mais gentil voyou, non? Gentil voyou. Juste devant la cathédrale, à ma gauche, le séminaire Saint-Charles. C'est là où t'allais à l'école? Ouais. Garou y passe 6 années de scolarité. À l'époque, les classes ne sont pas mixtes et le jeune Pierre découvre vite qu'il est plus intéressé par les filles et les virées nocturnes que par les livres d'école. En quelques trimestres, ses notes chutent et sa réputation d'oiseau de nuit lui vaut le surnom qu'il porte encore aujourd'hui. Alors moi j'ai vu une photo là d'un gars qui s'appelle Pierre Garand. Le voilà. Voilà Garou donc. Quel âge t'avais là? 16 ans. Voici un court résumé de ses 5 années. Première secondaire. Alors il demeure gentil et cute. C'est-à-dire sympathique, hein. Deuxième sec, Pierre s'affirme en tant que meilleur joueur de machine à boules en ville. Machine à boules, c'est les flippers, hein. Voilà, et t'étais champion de flipper de ta ville. Troisième sec, alors, il reçoit le titre du plus assidu aux études du vendredi soir. Voilà le résumé de l'année. Ça veut dire que t'étais collé. 14 ans.
À défaut d'impressionner ses profs, Garou se rattrape dans la musique. En 87, il devient le guitariste-chanteur des Windows and Doors. Entre reprises des Beatles et compositions originales, ce groupe d'ados donne 6 concerts dans l'auditorium du lycée. Retour sur le lieu des premières émotions musicales de Garou. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'était énorme, cette salle-là. Ça te rend une certaine mélancolie ou une joie? Une joie. Ouais, une joie parce que je suis heureux de tout le parcours. Si c'était à refaire, ce serait pareil. C'est une fierté, tu sais, de savoir que t'es passé au bon endroit. T'as l'impression d'avoir fait les bonnes décisions, puis pas pour avoir accédé à ce que je fais aujourd'hui, mais plutôt pour être ce que je suis aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir vécu ces moments-là ici. Quand j'ai commencé ici, tu vois, je me souviens du moment où Twist and Shout, tout le monde s'est levé. Pourquoi tout le monde s'est levé d'un coup? Ça, c'est... Pour les Beatles. Ils espéraient voir les Beatles. Mais c'est ça, c'est beau, c'est l'époque de l'innocence, de la naïveté, puis du rêve pur, dans sa pureté. Après l'école de son adolescence, Garou, l'enfant prodigue, poursuit sa balade dans les rues de Sherbrooke. Nous sommes à quelques jours du 25 décembre et le Père Noël est déjà au travail. Garou, si c'était vrai, Père Noël première. Garou, par magie, tu peux changer quelque chose de ta personnalité ou de ton physique. Que changes-tu? On va commencer par ta personnalité. Dans la personnalité, le stress, j'aimerais ça enlever le stress. Je suis un peu paranoïaque aussi. J'enlèverais ça. Et dans ton physique? Dans mon physique, mes pieds, je referais les pieds au complet. Une bonne fée te propose de te réincarner. Acceptes-tu? Oui. En quoi? En pierre. En Même quoi? si mon nom c'est Pierre, mais réincarné en pierre. Une pierre, parce qu'une pierre, c'est ce qu'il y a de plus immortel, à mon avis. Et moi, j'aimerais ça vivre longtemps. On te propose de jouer au cinéma dans une nouvelle version du Bossu. Un rôle déjà incarné par Jean Marais et Daniel Auteuil. Acceptes-tu? Non. Parce que... Non, le Bossu, ça a été une fois dans ma vie. Même, je pense que je referais même pas de comédie musicale. Le parcours a été trop parfait, l'aventure a été merveilleuse. Je voudrais pas retourner dans un truc qui ressemble trop à ça. Ton dernier titre passe à la radio. L'animateur qui annonce le disque, le disc-jockey, te confond avec Joe Cocker. Quelle est ta réaction? Fierté. Merci, c'est gentil. Devenu mondialement connu, une tournée internationale t'empêche de retourner au Québec pendant 1 an. Que fais-tu? J'annule. J'y arriverai pas à faire la tournée parce que j'ai besoin du Québec, j'ai besoin de Sherbrooke, j'ai besoin de me ressourcer. Si je peux vraiment pas revenir en 1 an, j'annule. Ton fils de 15 ans t'annonce qu'il veut quitter l'école pour aller chanter dans les bars. Quelle est ta réaction? Mon fils de 15 ans, elle me l'a jamais dit. Quelle serait ta réaction? Je vais probablement avoir la même réaction que mon père en lui disant que, tu sais, la musique, c'est un hobby. Moi, j'ai été chanceux, mais c'est pas si facile que ça. Pensez à 2 fois, mais fais jamais de la musique pour en faire un métier. Playgirl te propose de poser en échange, nu évidemment, en échange du paiement de tes impôts pendant 1 an. Acceptes-tu? Playgirl. Playgirl? Ah non, jamais, parce que ce serait pas joli. Non, ça aussi, ça fait partie. C'est une toute petite partie de vie privée qui me reste. Tu as 70 ans, tu vis où, comment et avec qui? Je vis 70 ans avec plein d'enfants et avec un cœur d'enfant surtout. Ce que j'aurais envie d'être à 70 ans, ce serait le Père Noël. Et
je veux me garder quand même un petit tantinet de vie nocturne où je ferai les pianos bars à 70 ans. Merci Garou. Après la pause, suite de Fréquence Star spécial Garou au Québec. Avec l'album Sol et l'aide de René Angélil et Céline Dion, Quasimodo est devenu une superstar. La preuve dans un instant. Walking in Memphis, do you really feel the way I feel? Do you really feel it? C'est à Montréal que nous retrouvons Garou un soir de décembre dernier. En adepte de la fête et de la bonne chère, il y a ses habitudes et ses adresses favorites. Visite guidée. J'ai bien encore l'âge pour tous les naufrages. Je m'embarque toujours prêt pour n'importe quel voyage. Là, on va au Ben's. Là, on va au Ben's Smoke Meat. C'est quoi le Ben's? Le Ben's, c'est un des 2 restaurants de smoke meat, la viande fumée, qui était typiquement amené par les Juifs ici qui ont commencé à faire cette viande fumée-là, mais d'une manière très montréalaise. Et c'est connu. Il y a 2 endroits qui se disputent à savoir c'est qui le premier qui a inventé cette viande. Et il y a le Schwartz sur rue Saint-Laurent. Vous dites Schwartz? Le Schwartz. Ouais. Il y a le Schwartz et il y a Ben's Smoke Meat. Et là, le Ben's, c'est le... Voilà, c'est les 2. Ben's, c'est un des 2 qui se disputent. D'ailleurs, on va le voir à l'intérieur. Ils vont essayer de nous prouver qu'ils sont les premiers. Garou, cette ville, tu la connais un peu Montréal, mais c'est pas Montréal, vraiment... j'ai habité quand même à Montréal. J'ai eu quelques appartements à Montréal. J'ai eu 3 appartements à Montréal. Mais je venais, dans mon adolescence, je venais des fois pour faire le fou, parce qu'à Montréal, c'était la ville où ça bougeait à fond. Ouais. Mais sinon, c'est beaucoup plus Sherbrooke. Mon enfance, là où j'ai grandi, c'est Sherbrooke. Ouais. Oh, regarde-moi ça. Bon appétit. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est le smoke meat, c'est un... Le sandwich smoke meat où tu vas rajouter la bonne moutarde ici, qui n'a rien à voir avec la moutarde de Dijon, malheureusement. Il faut dire que je préfère la moutarde de Dijon. Mais c'est la moutarde à l'américaine. Ouais, c'est ça. Et les frites est très important avec le smoke meat, le cornichon et le coca cerise. Ouais. Cherry Coke. Cherry Coke. Ouais, ça marche. Bon, on va bouffer le smoke meat, c'est pas pour nous vanter. Toi aussi, avec ta caméra. Et on va vous faire après le commentaire du smoke meat, une fois que ça rigole pas. Alors, c'était comment? C'est écœurant, donc c'est bon. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant, c'est pas péjoratif chez nous. C'est écœurant, ça veut dire que c'est inimaginable. Ouais, c'est ça. Ouais. Regarde, c'est pas écœurant, regarde. Bon, Garou, on va quitter cet endroit Ben's, qui est un endroit typiquement québécois où vous venez vous restaurer, que tu aimes. Ça, c'est parti des trucs que t'aimes, que t'aimes bien bouffer, quoi. T'es chez toi, là. Ah, oui. Et on va aller faire un tour. Tu m'emmènes dans un autre endroit où t'as lancé ton album. Ici, j'ai lancé mon album, mais c'est l'endroit, c'est le Living, ça s'appelle. C'est la boîte où je vais toujours. Comment on dit? On va faire un petit tour, la tournée des Grands-Ducs au Living. Allez, c'est parti. Vous nous suivez, de toute façon. Voilà. Sainte-Catherine, la rue de la débauche. Oui, allô? Allô? Ah, je me demandais qui m'appelait le beau Garou. Comment ça va? C'est Natacha Saint-Pierre, mesdames et messieurs, qui voilà, ouais. première partie en France sur la tournée. Voix exceptionnelle, c'est parce que t'es avec Fréquence Star, là, avec M6. Dans ma voiture, mais non, il n'y a pas de problème. Comment ça va? Plusieurs fois, j'ai fait l'ouverture de cet endroit-ci. La première soirée, on avait fait le bœuf avec les Untouchables. J'ai rechanté quelques fois. On a fait le lancement. Il y avait toute ma famille ici. Il y avait au milieu, je faisais une prestation. Puis en haut, on avait une conférence de presse avec René Angélil et toute l'équipe de Sony. Ça a été un régal.
Le 6 novembre 2000, pour le lancement du premier album de Garou au Living de Montréal, son producteur René Angélil a fait les choses en grand. Des dizaines de journalistes ont fait le déplacement pour l'occasion. Garde un soleil au fond de nous, un feu qu'on réveille malgré tout, malgré les douleurs d'hier. Tout à coup, on espère, au hasard d'un jour, pareil aux autres, on se sent moins lourd, la vie nous porte. Un regard de lumière, un seul aveu à faire. J'ai rencontré Garou, c'est drôle, mais j'ai eu un choc. Je connaissais sa voix parce que on l'a tous entendu à la radio. Puis Céline avait eu le bonheur de voir Notre-Dame de Paris à Paris, justement. Puis elle avait été émue, touchée par la performance de Quasimodo. Elle m'en avait parlé. Parce qu'elle connaissait pas Garou. Et puis, elle a découvert quelqu'un de passionné, de sensible dans son interprétation. Puis, elle avait été très, très touchée. Je n'attendais que vous. Je n'espérais que vous. J'ai marché si longtemps. Je viens de loin. Cet album-là, c'est plein d'émotions. Cet album-là, ça a été des partages d'émotions. Le fait qu'on ait fait un album avec plusieurs auteurs, plusieurs compositeurs, plusieurs réalisateurs. Surtout, évidemment, vous savez avec qui, une personne qui a été présente sur la moitié des textes sur l'album. Je parle de Luc Plamondon, évidemment. Je n'attendais que vous. Qu'est-ce qui fait que tu as attendu tant de temps pour sortir l'album Sol? C'est l'homme d'affaires. Peut-être, je sais pas, tu dis c'est l'homme d'affaires. Peut-être. Non, c'est l'instinct total. J'ai toujours attendu, parce que je faisais les bars, je rencontrais des gens, les compagnies de disques. Et non, je me disais, je suis encore à l'école. J'apprends encore. Après ça, Notre-Dame, je trouvais une nouvelle école qui m'apprend complètement autre chose. On l'a dit tout à l'heure, c'est autre chose. C'est ce que j'aurais jamais pensé faire. Et là, j'apprends, je me nourris, j'aime ça. Je me dis, je suis pas prêt encore à me lancer et à dire, tiens, c'est ça. On parle de Garou, c'est ça. Oui, parce que tous les gens avec qui tu travaillais sur Notre-Dame, Hélène Ségara, Patrick Fiori, c'est que des gens qui avaient une carrière solo parallèle, quoi, presque simultanément. Ils ont déjà un Et Garou, rien. Garou, rien. Et là, Garou, il y en a plein. Et on dirait que il y en a beaucoup que ça les intéresse parce que c'est le seul qui est pas sous contrat. Et tu vas signer un jour avec René Angélil. Je rencontre le bonhomme, on serre la main, ça dure 20 secondes sur un plateau de télé en France. Mais lui, il me connaît pas. C'est la première fois qu'il me voit, je fais un duo avec Karen Mulder sur une émission de télé. On sort du plateau, je le croise, on se serre la main. Mais je suis imprès. Je repars de là, puis waouh! C'était quoi? Je suis bouleversé. Et je le revois 3 jours avant le 31 décembre, où on fait le spectacle de Céline, le passage au millénaire, son dernier spectacle. Il m'invite à dîner après la répétition. Et là, on me raconte leur pause, ce qu'ils veulent faire, ils veulent arrêter, tout ça. Alors là, ils auraient envie de travailler un nouvel artiste. Il me dit, nous, on a pensé que ça pourrait être toi. Makes no difference.
je reviens un petit peu à l'album d'une façon plus pragmatique sur les titres et les. Alors justement, il y a foison d'auteurs et de compositeurs, de belles signatures. Il n'y a pas à dire, ils sont tous là. De Plamondon à Moussou Mara. Franck Langolf, une grosse participation avec Vanessa Paradis, le premier album. Il y a des gens de talent, quoi. Il y en a beaucoup qui avaient cru en moi dès le départ. Pas tellement, il y a René Angélil, Sony. Ah là c'est le défilé des chansons. Là. Pour transformer son poulain en champion des ventes de disques, René Angélil n'a pas lésiné. Les meilleurs musiciens et studios américains et la fine fleur des auteurs-compositeurs ont été recrutés pour les 14 chansons de l'album. À tout seigneur, tout honneur, c'est Plamondon, le découvreur, qui signe la moitié des textes. L'album est né dans une convivialité. Non, c'est juste que t'as une tendance à faire comme septembre, pas aussi exagéré que je te le fais, là. Ces mots tendres, ça fait bien vieux, bien ancien. Ça sonne vraiment trop Jacques Brel, si tu veux mon avis. Hein? Tendre. Ouais. Adieu aux arbres mouillés de septembre, à leur soleil le souvenir. À ces mots doux, à ces mots tendres que je t'ai entendu me dire. À la faveur d'un chemin creux ou d'une bougie allumée. Adieu à ce qui fut nous deux, à la passion du verbe aimé. Un autre aspect important, c'était de mettre des cuivres dans certaines chansons, parce que Garou aime beaucoup chanter, a toujours chanté avec son band avec des cuivres, et donc il tenait beaucoup à avoir des cuivres dans certaines chansons. Alors donc, dans les chansons comme Criminel, il y a une section de cuivres de Los Angeles. Le résultat est à la hauteur des espérances. En 6 mois, 800 000 albums et plus d'1 million de singles se sont vendus en France. Et ça n'est qu'un début. Comme sa marraine Céline Dion, Garou part à la conquête de l'Amérique. L'enregistrement de son premier album en anglais est prévu pour cet été. C'est un bon vivant, Garou. C'est quelqu'un qui... La vérité, c'est que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas besoin de travailler. C'est un talent tellement naturel, c'est un talent que... Il n'a rien à apprendre. À part peut-être justement une discipline et un cadre de vie. Mais sinon, comme artiste, il est prêt à exploser. Et je pense que je lui souhaite de réussir aussi bien en anglais qu'en français. Mais en français, en tout cas, j'ai aucune inquiétude. Tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles, que souvent tombant, je m'y suis mal. Tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites, mais toujours une femme m'a remis en orbite. Tant de fois j'ai grimpé jusqu'au plus haut des cimes, que je me suis retrouvé seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Pour ses premiers concerts en solo, Garou ne sera pas complètement seul. À l'Olympia les 2, 3, 4, 14, 15 et 16 avril, puis en tournée dans toute la France, il sera accompagné par le groupe de ses débuts, Les Intouchables. Et pour les retardataires, Garou sera de retour en octobre au Zénith de Paris. Il y a les scènes françaises qui arrivent où là on t'attend seul. Comment tu l'envisages? Ah ben c'est presque un retour pour moi. Parce que là c'est la liberté, c'est le loup déchaîné sur scène. Et puisqu'on a dessiné l'album pour ça, c'est le côté... Moi, tu sais, j'aime pas m'asseoir puis regarder un spectacle qui est linéaire, où toutes les chansons se ressemblent. J'aime pas ça. Tu veux que ça soit... Personnellement, je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça, mais j'aime que ça parte un peu partout, tu sais. Et qu'on vive différentes émotions. Et c'est ça l'album aussi, c'est ce que personne m'aurait permis de faire auparavant. Et en plus, je ramène du rhythm and blues. On va avoir un bloc dans le spectacle où on sait pas ce qui va se passer. Où chaque soir, ça va être différent. Je vais me retourner vers les musiciens. Tu gardes ton côté impro. Sex Machine. Ah oui, ça peut faire ça. Tu peux. Je me garde la liberté. T'as les portes de sortie, voilà, ton impro, j'aime, des Untouchables d'ici un peu. Ouais. Hein? Ouais.
Et t'arrives avec un bon crédit, parce qu'il y a quelques centaines de milliers de disques français qui sont vendus très vite. Donc il y avait une attente du public qui répond favorablement à ce que tu lui offres. Au Québec, là, t'as reçu un disque de platine que j'ai ici, là. C'est rare. Que j'ai reçu au bout de... Après 3 semaines, je sais qu'on a eu des records de vente au Québec. C'est beaucoup de ventes. Hallucinant, Si c'est la France qui l'a révélé, chez lui au Québec, la cote d'amour de Garou est aussi élevée. Et d'interview en séance de dédicace, les fans se déplacent en masse. Comment ça va? En visite dans une radio de Sherbrooke, Garou est accueilli comme un véritable héros local. Hey, salut Garou! On est vraiment très heureux de t'être ici à Sherbrooke. C'est émouvant, n'est-ce pas? Quel accueil, quand même! Quel accueil! C'est vraiment, quel accueil, Colin, quel plaisir surtout d'être à Sherbrooke, ça fait tellement de bien, là. Oui. De faire le tour, la tournée des Grands-Ducs, là, pendant 2 jours, là, chez Sherbrooke, comme aller voir tout le monde. Là. Parce qu'il faut le dire, on est avec une équipe de la France, une équipe de télévision. M6. Oui, ça va avec nous autres. Mon ami Laurent Bernier. On a confirmé ça il y a quelques jours. 100 000 copies vendues au Québec. Le platine de Garou, puis en France, ça marche autant. Ouais, c'est pareil. Les 2 classes, c'est parti en fou, bien au-delà de ce qu'on pensait. Là. Un gros merci, parce qu'on ne s'attendait pas à recevoir autant d'amour de votre part. Ça a été un départ vertigineux. Ça a été... même il y en a qui parlent de record. Là. Apparemment, c'est un record de record. Celle qui nous ramène à l'essentiel. Dans ce monde tout est égal. Un peu moins c'est fatal pour les femmes. Pour les femmes. Il pourrait tailler sur la moitié du ciel. Consécration suprême. Garou a même reçu les honneurs de sa ville natale. Allô! Ça va bien? Il y a 1 an maintenant, j'avais eu le plaisir de le nommer ambassadeur culturel de Sherbrooke. Je l'ai accueilli, je vous le disais, un peu avec sa famille, monsieur et madame Garand, sa sœur qui est à quelque part, pour aujourd'hui lui dire que j'aimerais lui offrir, c'est un beau livre, mais à l'intérieur du livre, c'est très significatif pour les villes. C'est lui présenter la clé de la ville de Sherbrooke. Ah. C'est notre ambassadeur à nous, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir déjà de le recevoir par un si bon maire, parce qu'on l'aime bien gros, notre Jean Perrault, hein? Parce que on le sent toujours comme un ami aussi en même temps. Puis Sherbrooke, pour moi, ça va toujours rester
très important de revenir ici à chaque fois, puis peu importe qu'est-ce qui se passe, je vais toujours sentir le support des Sherbrookeois. Puis je vous en remercie énormément. Bravo. Merci, Ton ambition, elle va jusqu'où? Ah, elle est plus à moi, vraiment. Mon ambition, c'est chaque jour, c'est de réussir ce que je fais, peu importe c'est quoi. C'est de me donner au public, de rester authentique. Et l'ambition au niveau du boulot, au niveau du show business, de la popularité, de où ça va aller, la carrière, je vis pas mal sur l'ambition des autres. T'es plus seul? Ah non, ça prouve le travail d'équipe maintenant. Seul, c'est à l'intérieur. C'est maintenant le travail d'équipe qui m'importe le plus. J'étais chanceux de commencer par Notre-Dame de Paris. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Garou, on n'est pas pire. Il faut dire que là, il fait moins 12 dehors. On dit en principe que c'est suédois, mais là, on est chez toi. Le lac est là, il y a de la neige Juste partout. à côté. La neige tombe. À tout vous dire, il fait moins 12 et on est dans une eau à je sais pas combien, mais bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Là, déjà, moi, je prends mon verre de On va Porto. plonger dans le lac. Ah ouais? On plonge dans le lac? Une fois, je l'avais déjà préparé. Ah, tu l'as fait? Pas beaucoup de fois. Largeau? Oui, sinon on se roule dans la neige. Ça, c'est top. C'est la belle vie. On est vraiment bien. Merci, Garou. Ça a été super. Eh, comment on dit chez toi, la tienne? Santé. Santé. Santé et... Santé. bon concert, bien, bon froid. tout. Hein. Tu vois? Que ça se passe bien. Merci à toi. C'était très gentil, ça. Belle heure. On est bien, là, hein? Avez-vous déjà vu un clip de rap bigoudin? Lundi à 20h05, Alain Chabat vous donne la réponse en images.